Mon nom est Anne-Claire Asselin et je suis présidente d'X-Food. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Juste une rapide introduction. Donc, X-Food, c'est un think tank qui a été créé fin 2018 sous l'impulsion d'anciens élèves de l'école polytechnique, avec une double mission que vous voyez ici à l'écran, qui est à la fois d'éclairer les controverses sur les sujets liés à l'alimentation et à l'agriculture, notamment par le biais de conférences. Et la deuxième mission, c'est de promouvoir les innovations auprès des décideurs et des cercles d'influence. Les innovations peuvent être d'ordre technique, technologique, économique, social, auprès des décideurs et des cercles d'influence. X-Food est ouvert à tous. Son bureau est composé de personnes travaillant dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, la recherche, le secteur public, la finance, le conseil. Les 3 valeurs clés qui sont en bas, là, nous animent: l'éthique, la bienveillance et l'approche holistique, donc sur toute la chaîne de valeur et tous les enjeux autour de l'alimentation et la diversité de nos membres. Juste quelques questions pratiques concernant ce webinaire. Le webinaire est enregistré et il sera diffusé ensuite sur le compte LinkedIn d'X-Food. Nous vous ferons passer également l'ensemble du slide deck. Par ailleurs, nous nous sommes gardés 30 minutes pour une session de questions-réponses après la table ronde. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et pendant toute la durée de l'échange avec le bouton questions-réponses qui est indiqué en bas à droite. N'hésitez pas, nous avons donc 30 minutes à la fin pour échanger avec vous. Je passe maintenant la parole à Adrien Delepelaire qui va nous présenter le thème de ce soir. À toi, Adrien. Merci beaucoup, Anne-Claire. Je suis Adrien Delepelaire, membre du bureau X-Food. Donc, on va parler ce soir de perte et gaspillage. C'est le sujet qu'on a choisi pour le thème de cette année. Alors, pourquoi ce sujet-là? C'est d'abord un sujet qui répond à l'objectif 12.3 des 17 objectifs de développement durable énoncés par l'ONU. Et c'est un sujet sur lequel, bien que la France soit en avance, avec notamment la loi Garot dont on parlera ce soir, il reste de nombreux points d'amélioration. Au niveau mondial, si le gaspillage alimentaire était traduit en équivalent émissions CO2, ce serait le 3e pays émetteur derrière la Chine et les États-Unis. Et il faut savoir qu'en France, ça représente à peu près l'équivalent de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a une étude qui a été réalisée par l'ADEME. On a pu connaître la répartition des pertes et gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire. Et donc, c'est à l'amont de la chaîne, la production et à l'aval, qu'on perd et qu'on gaspille le plus avec respectivement un tiers et un tiers, et le 3e tiers qui se répartit entre la distribution et la transformation. On remarque aussi qu'en valeur relative sur la droite, à chaque étape de la chaîne, c'est pas si énorme que ça, c'est quelques pourcents en fait qui sont perdus à chaque étape, mais pris dans l'ensemble, et mis bout à bout, ça fait 18% au total, ce qui n'est pas si négligeable que ça. Et quand on vous regarde ces chiffres-là aussi, on remarque que c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement que la distribution, mais l'ensemble du système alimentaire. Et donc, travailler sur les pertes et gaspillages, ça va impliquer de mettre tout le monde autour de la table, ce qu'on va faire notamment ce soir. C'est ce qu'on a fait aussi pendant le courant de l'année, où on a organisé quatre événements, un par étape de la chaîne, en commençant par la consommation, puis en remontant jusqu'à la distribution. Et l'objectif était de pouvoir croiser les points de vue sur ce qui était fait, à la fois côté industriel, mais aussi côté recherche et monde associatif, pour lutter contre les pertes et gaspillages. Et il est ressorti en fait qu'il y a déjà beaucoup de choses mises en place par chaque acteur aux différentes étapes. Par exemple, au stade de la production, des partenariats avec des acteurs des surgelés ou de la conserve pour transformer les excédents de production, ou le don à des associations caritatives, ou encore intégrer dans l'évolution des cahiers des charges des fruits et légumes pour la sélection variétale, pour produire des fruits et légumes qui sont conformes aux attentes des consommateurs. À l'étape de la transformation, par exemple, les excédents de pommes de terre ou les pommes de terre qui sont hors calibre sont revalorisés pour faire de la purée ou des pommes dauphines, ou de la méthanisation pour produire de l'énergie. Dans la filière lait, vous avez les fromages qui sont déclassés, qui sont transformés en fromage fondu, et le lactosérum, donc ce qui reste après la coagulation du lait, qui est utilisé pour la fabrication dans les laits infantiles. Au niveau de la distribution, le stickage systématique des produits à date courte pour faire des promotions et écoler les stocks, et la mise en place de partenariats avec des intermédiaires comme Too Good To Go, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, ou Phoenix, pour écoler les invendus et le don à des associations caritatives, suite notamment à l'obligation, suite à la loi Garot en 2016. Et enfin, au stade de la restauration collective,
mise en place de campagnes de sensibilisation dans les établissements et l'adaptation aussi des portions à la taille des convives pour que ça soit plus une portion unique, et la renégociation des contrats, notamment pour la restauration collective en entreprise, pour lever les contraintes sur la disponibilité complète de l'ensemble des choix du menu sur toute la durée de service. Donc, en synthèse, on voit que en fait, personne ne gaspille ou ne jette par plaisir ou par envie. On pourrait dire même presque que c'est structurel en fait, au système alimentaire qui produit beaucoup et à bas coût, ce qui fait qu'il est parfois plus économique de jeter que de revaloriser ou de donner, ce qui peut arriver parfois pour les agriculteurs qui sont amenés à laisser pourrir sur pied une production si malheureusement le prix de vente ne couvre même pas le prix de revient. Côté distribution, il y a aussi des enjeux sur l'abondance des références qui sont vendues en magasin, sachant que 1% des références qui se vendent le moins bien sont celles qui sont responsables de 20% du gaspillage au stade de la distribution. Alors, il se passe pas mal de choses et la France est en plus assez avancée sur le sujet parce qu'elle a été une des premières à légiférer en 2016, 2015-2016. Et maintenant, au niveau européen, il y a un objectif de réduction de moitié du gaspillage alimentaire à horizon 2030, objectif que la France a avancé à 2025 dans le cadre de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, uniquement pour les secteurs de la distribution et de la restauration collective, car ce sont ces deux secteurs qui sont les plus avancés, qui avaient été les premiers impactés par les lois anti-gaspillage de 2015 et 2016. Et enfin, ce qui est ressorti des tables rondes, c'est que certes, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais là où il reste encore de vrais progrès à faire, c'est sur les petits sites de production, les petites surfaces de vente qui ont des petits volumes, qui rendent en fait assez complexe l'équation économique de la lutte contre le gaspillage, et d'autre part aussi le stade de la consommation qui reste encore assez peu adressé aujourd'hui. Il se trouve que l'ADEME a accompagné une dizaine d'entreprises du secteur agroalimentaire pour réduire leurs pertes, et le résultat de cet accompagnement, c'est qu'avec un accompagnement personnalisé, on réduit de 15% les pertes sur les industries agroalimentaires. Donc on voit donc que pour aller chercher cet ambitieux objectif de moins 50%, c'est assez compliqué, donc il faut aller plus loin. Il faut travailler en filière et en particulier travailler les interconnexions aux différents maillons de la chaîne alimentaire, ce qui sera l'objet de la table ronde de ce soir. On a voulu aller un petit peu plus loin chez Xfood et étudier ce qui se passait sur les emballages qui étaient sur les aliments qui étaient emballés, parce que il se trouve dans le cadre de la loi AGEC, il y a l'article 77 qui stipule qu'à compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour toute partie de matière plastique. Et cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par l'eau de 1,5 kg ou plus, ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. La liste est fixée par décret. Alors, c'est un sujet qui nous intéresse pas mal chez Xfood parce que c'est un sujet à controverse. Et la controverse étant, est-ce que le zéro emballage ou le moins d'emballage possible est le meilleur écologiquement parlant? Et donc, on a cherché à développer des indicateurs pour mesurer le compromis entre emballage et gaspillage en s'appuyant sur la science. Et donc, l'approche qu'on a portée, ça a été de considérer dans son ensemble et comme un système l'emballage et l'aliment et d'analyser avec une méthodologie d'analyse en cycle de vie l'impact global de ce système, donc de l'emballage et de l'aliment qui serait perdu potentiellement suite à des traitements. Donc, je vais vous présenter assez rapidement les conclusions majeures de ces travaux. Et donc, le rapport complet sera mis en ligne courant décembre. Et je voudrais remercier aussi Mariam Bouyed qui a réalisé une grande partie du travail que je vais vous présenter à présent. Donc, il y a deux indicateurs suite à la revue de littérature qu'on a retenu. Le premier qui est le WEI ou Whole Eco Indicator, qui mesure en fait par une méthode d'analyse en cycle de vie l'impact du couple emballage et gaspillage, alors qui peut s'exprimer dans les différentes catégories de la CV, donc à savoir le changement climatique ou l'eutrophisation ou l'impact sur les ressources en eau par exemple. Et celle qu'on a retenue ici, c'est l'impact sur le changement climatique parce que c'est celle qui est la plus facilement compréhensible du grand public. Mais l'analyse avec le WEI a cependant une limite, c'est-à-dire que ça ne prend pas suffisamment en compte la circularité de l'emballage et la réutilisation de matières qui sont issues des emballages. Et donc, c'est pour ça qu'on a identifié un deuxième indicateur pour évaluer le compromis entre emballage et gaspillage, qui est le MCI, Material Circularity Indicator, qui est développé par la Fondation Ellen MacArthur, et donc qui mesure la circularité d'un emballage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pertes de matière en amont, donc l'utilisation de matière vierge pour l'emballage, ou en aval, les déchets non recyclés, viennent diminuer le MCI, qui prend une valeur entre 0 et 1. 0, c'est un emballage qui n'est pas du tout recyclable, et 1, c'est un emballage dans lequel il n'y a aucun déchet, ni de matériaux qui ne sont pas réutilisables à l'issue de son utilisation.
Et alors, concernant les emballages, il y a un sujet qui est bien identifié dans la littérature sur les fuites de micro et macroplastiques dans l'environnement, sur lesquels, par contre, il n'existe pas encore de consensus ferme sur la manière de les mesurer. Donc, c'est quelque chose qui a été exclu du périmètre de notre étude. Le but, en fait, est assez simple, c'est de pouvoir positionner sur une matrice à 4 cases, avec en abscisse l'amélioration du way à droite, la dégradation du way à gauche et l'amélioration du MCI en ordonnée, dégradation du MCI en bas, le tout normalisé à 1, et de dire, en fait, on va comparer, grâce à ces deux indicateurs-là, comment plusieurs couples, produits et emballages peuvent se comporter. Alors ici, un exemple qui est appliqué à l'endive. Alors, il faut savoir que l'endive, c'est un aliment qui est assez fragile, et d'où le fait qu'il soit emballé pour le protéger. Et donc, à chaque fois, les différentes possibilités, les couples emballage et aliments sont comparés par rapport à un cas de base ici, qui est le vrac sans film. Et donc, on voit clairement ici les compromis apparaître entre privilégier l'environnement et l'impact environnemental avec le whey, ou privilégier l'impact sur la circularité avec le MCI. Et donc, bien évidemment, donc ici, ce qu'on dit, c'est pas forcément que les emballages, que les aliments qui sont emballés sont meilleurs que le vrac. Le vrac aussi évolue et se développe et innove pour mieux conserver les aliments qui sont commercialisés. Mais il apparaît que dans les différentes possibilités pour emballer de l'endive, le carton Open Close, qui est une sorte de boîte en carton qui protège les endives, est celle en tout cas qui fait le meilleur compromis entre les différents éléments et qui permet de diminuer aussi des pertes et gaspillages dus au fait que les endives ne seraient pas emballées. Et on a en parallèle développé un calculateur sous Excel, alors qui permet pour les industriels de comparer jusqu'à 5 couples emballages et aliments différents, alors qui sera mis à disposition aussi en même temps que le rapport et qui s'appuie sur la base de données Agribalise. Donc on peut construire des emballages qui contiennent jusqu'à 4 matériaux différents dans l'emballage avec un aliment et avoir le calcul automatique du whey et du MCI que je présentais avant pour faire le même type de matrice à 4 cases et comparer différents couples, produits et emballages. Donc, ce qu'on retient, en fait, c'est 3 choses. La première, c'est que le zéro emballage, ce n'est pas forcément toujours la solution qui est la plus adaptée. Il faut vraiment considérer l'aliment et l'emballage comme un système à part entière pour trouver le juste équilibre entre emballage et gaspillage. Le deuxième, et c'était suite à des échanges qu'on a vus dans le cadre de ce travail-là, c'est qu'il y a un vrai travail à faire sur la distinction entre un emballage qui est recyclable et qui est effectivement recyclé. Le premier n'implique pas forcément le second. Et il y a notamment des emballages qui sont présentés comme recyclables, mais qui, n'ayant pas forcément de volume suffisant en France, viennent polluer les filières de recyclage existantes. C'est par exemple le cas des plastiques biodégradables ou compostables. Et enfin, pour aller plus loin, il est nécessaire de développer les connaissances scientifiques sur la relation entre emballage et gaspillage, sur le comportement du consommateur aussi, parce que c'est des données qui manquent encore pas mal dans la littérature, et de suivre aussi les évolutions de la vente en vrac et de la manière dont le vrac se saisit du sujet du gaspillage et permet de mieux protéger des aliments qui ne sont pas forcément emballés. Et donc, on s'inscrit aussi dans cette tendance-là parce que le calculateur permet aussi de suivre une tendance en dynamique, et notamment via l'amélioration de la vente en vrac. Et donc, je vais, sans plus attendre, repasser la parole à Anne-Claire pour conclure cette session introductive. Et donc, on prendra aussi toutes vos questions, si vous en avez, sur cette partie-là, à la fin, après la table ronde. Merci, Adrien. Donc, pour l'agenda 2021 pour X-Food, nous nous sommes fixés en fait deux sujets ou deux objectifs. Le premier, c'est d'approfondir le sujet des pertes et gaspillages alimentaires. Donc, sur ce sujet-là, on sent un intérêt en fait des professionnels autour des travaux que nous avons faits, autour des indicateurs que nous avons produits. Nous avons présenté ces indicateurs, par exemple, au Conseil national de l'alimentation ou bien au CTIFL, au Centre technique des fruits et légumes. Et donc, un vrai intérêt autour de ça. Et donc, on émet vivement le souhait de continuer à travailler sur ce sujet. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce thème-là, de nous le faire savoir. On peut aussi élargir. Là, pour l'instant, le calculateur travaille simplement sur les fruits et légumes, mais il peut tout à fait être élargi à d'autres aliments, comme les aliments issus, par exemple, des productions animales, la viande, les poissons, les fromages, etc.
Donc ça, c'est le premier point. Le second sujet, c'est un nouveau sujet, c'est le sujet des protéines animales, avec des controverses, puisque chez X-Food, on aime beaucoup les controverses qui sont déjà bien identifiées. Au sujet de viande et santé, par exemple, on entend dire que la viande n'est pas forcément bonne pour la santé, en tout cas si on la consomme trop. Pour autant, on sait aussi qu'elle apporte des nutriments, en particulier la vitamine B12, qui sont essentiels pour la santé. Donc, ça, c'est une controverse. Il y a des controverses autour également de élevage et territoire, protection ou pérennité de nos territoires, des controverses autour de l'économie circulaire et de la nécessité d'avoir des engrais organiques, en particulier pour les cultures biologiques. Voilà, donc un sujet passionnant. Le bien-être animal également est un sujet tout à fait prégnant autour de cet aspect de protéines animales. Donc voilà, on a un agenda qui est tout à fait passionnant et on fait un appel officiel à vous tous qui nous écoutez. Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces thèmes, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à participer. C'est passionnant, des sujets, des enjeux majeurs liés à la transition alimentaire et des enjeux qui nous permettent d'approfondir ces sujets-là auprès des experts. Et puis, si vous avez moins de temps, et dans tous les cas, vous pouvez nous rejoindre comme membre. Donc, l'adhésion à X-Food est d'ores et déjà disponible pour l'année 2021 en scannant le QR code que vous voyez sur votre écran. Vous avez, avec cette adhésion, l'accès à un réseau professionnel multi-parties prenantes, comme je l'indiquais tout à l'heure, un suivi des grands enjeux, un suivi des innovations, un suivi des controverses, un thème annuel d'actualité, comme nous venons de l'évoquer. Le thème 2020 était le gaspillage alimentaire, le thème 2021, les protéines animales. Et enfin, bien évidemment, le droit de vote aux assemblées générales. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à scanner ce QR code. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la table ronde et de vous présenter nos trois invités ce soir. Donc, le premier, Guillaume Garot, député de la Mayenne, président du Conseil national de l'alimentation. Il est notamment à l'origine de la fameuse loi Garot, qui porte son nom, et qui oblige les distributeurs à faire don de leurs invendus aux associations. Le CNA est une instance consultative qui s'appelle aussi le Parlement de l'alimentation et qui produit des avis sur des questions liées à l'alimentation de façon consensuelle. Le dernier avis est en cours et sur les fruits et légumes pouvant être exemptés de l'interdiction d'une présentation dans des emballages plastiques, comme Adrien l'a mentionné. Donc, merci Guillaume Garot d'être présent. Merci à vous. Notre second invité, Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole. Anciennement, s'appelait COP de France. La coopération agricole, c'est la représentation unifiée des coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières françaises. Et la coopération est très active sur les sujets RSE et plus particulièrement sur le gaspillage alimentaire. Merci Florence. Et enfin, Simon Foucault, responsable des affaires publiques chez Too Good To Go. Too Good To Go, vous connaissez probablement, c'est l'application anti-gaspi qui permet aux commerçants de mettre en vente leurs invendus à des prix avantageux. Et pour la petite histoire, Simon est aussi l'ancien attaché parlementaire de Guillaume Garot. Donc Simon Foucault et Guillaume Garot se connaissent bien. Voilà. Et effectivement. Merci beaucoup. Bonjour. Cette table ronde sera animée, et nous avons aussi le plaisir de l'accueillir, Laurence Gouttière, qui est responsable des études sur le gaspillage alimentaire à l'ADEME. Bonjour à tous. Bienvenue Laurence. Juste une petite règle pratique avant que je passe la parole à Laurence qui va modérer la table ronde. Si Adrien, tu peux passer à la planche suivante, s'il te plaît. Ah non, la règle pratique, elle a déjà été présentée, je suis désolée. Donc, Laurence, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Donc, j'ai grand plaisir d'animer cette table ronde. Donc, on a un petit challenge parce qu'on a 1 heure pour aborder 4 grands thèmes où il y a évidemment de quoi dire. Ça n'a pas été évoqué, je le précise. On fera en sorte de terminer un tout petit peu avant 20 heures de manière à vous libérer pour un autre grand moment de présentation. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer. On va avoir 4 thèmes qui vont être explorés. Ils ont été retenus suite en fait aux précédentes tables rondes qui ont eu lieu et qui ont mis en relief ces sujets. Alors pourquoi cela? C'est clairement parce qu'ils sont à l'interface des acteurs. Et moi qui interviens régulièrement sur la thématique des pertes et gaspillages, je dis souvent que c'est un sujet simple mais complexe. Simple parce qu'il y a consensus pour dire qu'il faut agir sur le sujet et qu'il faut réduire, mais complexe parce que sinon ça ferait longtemps que ce serait réglé. Et si c'est complexe, c'est justement parce que tout se passe dans ces interconnexions d'acteurs et que le plus difficile, et vous le savez, c'est justement de faire bouger ces habitudes et faire bouger ces lignes entre les acteurs. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la thématique autour de la réglementation. Alors on a des enjeux réglementaires et on a 3 leviers qui sont identifiés. Alors le premier, c'est tout d'abord cette question de la définition. Je sais qu'elle intéresse beaucoup nos différents intervenants. Alors pourquoi cette question de la définition? Parce qu'il faut savoir un petit rappel que on n'a pas tout à fait la même définition au niveau Europe qu'au niveau France. Alors au niveau France, on a une définition qui date de 2013, qui a été co-construite par tous les acteurs de la chaîne dans le cadre du pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013 et qui est assumée puisqu'elle a été reprise et officiellement transcrite dans la loi dite AGEC de février de cette année. Et ce qui nous distingue de l'Europe, c'est que dans la définition française, on, on exclut du gaspillage alimentaire ce qui est plutôt on intègre dans le gaspillage alimentaire ce qui est valorisé pour l'alimentation animale. Alors qu'au niveau Europe, on considère que quand on nourrit les animaux, ce n'est pas du gaspillage alimentaire. Alors, sur ce premier point, ça fait un lien avec les objectifs nationaux de réduction de moitié du gaspillage alimentaire et on peut se poser la question de comment aligner ces objectifs de réduction de moitié, qui sont les mêmes pour la France et l'Europe, alors que la définition n'est pas tout à fait la même. Monsieur Garot, je vous propose de démarrer sur ce premier point et de recueillir votre avis sur cette question de la définition. Merci Madame Gauthier. Bonsoir à tous. Merci à Xfood de cette invitation et de ce moment d'échange, de débat, de partage aussi sur le gaspillage alimentaire. Je suis vraiment très heureux qu'on puisse avoir des moments comme ça parce qu'il y a quelques années encore, ce n'était pas forcément un sujet qui était dans les radars des think tanks, du débat public de façon plus générale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont s'emparent non seulement des politiques, des acteurs économiques, mais aussi, et c'est peut-être plus nouveau et vraiment très intéressant, des chercheurs aussi, des futurs responsables, parce que à Polytechnique, c'est évidemment des futurs responsables du champ économique, du champ de la recherche, du champ réglementaire aussi peut-être, et nous allons y arriver. Donc merci beaucoup et bravo pour tout le boulot qui a été fait depuis 1 an. Moi, je suis évidemment très impatient de pouvoir lire dans le détail ce que vous avez présenté ce soir en quelques mots. Sur la question de la définition, c'est un sujet évidemment important puisqu'il faut qu'on soit capable d'articuler ce qu'on fait en France et ce qui se fait dans les autres pays de l'Union européenne. En même temps, on ne doit pas être dans des querelles de chapelle parce que ça se joue, et Laurence Goutière le disait très bien, sur l'intégration ou pas de l'alimentation animale dans la comptabilisation des pertes et des gaspillages. Soit d'accord, ok, c'est important, mais ce n'est pas non plus, à mon avis, un sujet insurmontable. En tout cas, il ne faut pas qu'on se soit dans du crépage de chignon trop longtemps là-dessus. Alors, lorsque la définition avait été proposée au moment de la loi AGEC, moi j'étais défavorable à la définition qui avait été proposée. Je me dis simplement, et pour faire court,
on peut avoir en France des objectifs plus ambitieux que ceux qui sont aujourd'hui retenus au plan européen. Mais je le redis, l'important, c'est qu'on avance et c'est ce qu'on verra dans la suite des sujets traités ce soir. Tout à fait. Alors, pour le coup, côté coopération agricole, vous aviez pris position, il me semble, sur cette question de la définition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Florence? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Très heureuse aussi de participer à cette table ronde. Je n'avais pas mon micro allumé tout à l'heure. Oui, il y a eu évidemment le sujet des surtranspositions ou en tout cas d'exigences ou de contraintes ou d'obligations françaises qui seraient un peu différentes entre France et reste de l'Europe. Et effectivement, un sujet qui est problématique parce que on a d'abord une obligation, par exemple, de remonter des informations sur le gaspillage alimentaire pour chaque État membre. Et si les périmètres sont différents, les résultats de la France ne seront pas bons. Et ça, c'est pour nous un point important, qu'on puisse aussi comparer les différentes expérimentations et les différentes mesures qui ont été mises en place entre les différents pays, avec des résultats objectivés. Si on n'a pas les mêmes bases de calcul ou de remontée de mesures, eh bien, c'est effectivement un problème. Donc, on a vraiment, à notre sens, besoin d'harmoniser les règles au sein du terrain de jeu Europe, avec évidemment une proposition, nous, d'amendement que nous avions poussé pour essayer d'aligner la définition française du gaspillage alimentaire sur la définition européenne et qu'on puisse ne pas considérer comme étant du gaspillage alimentaire des produits qui seraient valorisés par ailleurs, notamment dans la nutrition animale. Et ça nous paraît un point important parce que finalement, on se donne sur ce sujet-là, comment dire, on s'accroche un boulet supplémentaire qui, à mon sens, n'est pas idéal, évidemment, y compris dans la motivation qu'on pourrait avoir sur la réduction du gaspillage et qui ne prendrait pas en compte cette partie-là. Alors évidemment, c'est sans doute pas un sujet qui est prioritaire, mais c'est quand même un sujet important parce qu'on a besoin de pouvoir mesurer des choses qui sont comparables et aussi d'avoir in fine des règles du jeu qui soient les mêmes dans un pays, enfin dans une Europe où les frontières économiques, j'entends, n'existent pas. Alors, c'est effectivement un sujet de fond qui revient très régulièrement. Donc, je ne sais pas s'il y a une priorité ou pas. En tout cas, c'est voilà, un sujet récurrent. Il faut savoir que dans les diagnostics qui sont proposés, il y a toujours la possibilité justement d'isoler cette question de la valorisation animale, justement pour pouvoir, selon les reportings qui sont demandés, pour pouvoir intégrer ou pas cette question-là. Alors, toujours dans ce thème de la réglementation, il y a la question justement du niveau d'articulation des différents échelons d'intervention. On peut se poser la question de est-ce qu'il y a un principe de subsidiarité qui s'impose ou au contraire un rôle partagé entre les différents échelons, qu'ils soient européens, français ou local. Là-dessus, Simon, au nom de Too Good To Go, je sais que vous êtes assez impliqué sur la question justement du rôle local et de l'implication des acteurs locaux. À vous la parole. Merci Laurence. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Et je suis également très heureux d'intervenir devant vous ce soir sur ce sujet important. Effectivement, et comme l'a dit rapidement Anne-Claire, Too Good To Go, c'est une application d'abord qui met en relation des commerçants ou des restaurateurs qui ont des invendus avec des utilisateurs qui peuvent mettre leurs invendus et de la journée sur l'application. Ensuite, ces commerçants sont géolocalisés et nous, utilisateurs, pouvons acheter des paniers via l'application et aller les chercher à l'horaire fixé par les commerçants. Mais face à tous les chiffres que vous avez rappelés en début de webinaire, on a fait un constat, on s'est dit on veut aller plus loin et on veut mettre en place une dynamique plus importante. Et on a mis en place plusieurs projets, parmi lesquels un projet sur les dates de consommation dont je parlerai tout à l'heure a priori. Et aussi, on s'est dit, voilà, on entretient de bons rapports avec les parlementaires, avec Guillaume Garot, avec d'autres, avec le gouvernement, les ministres qui suivent avec intérêt les travaux qu'on peut faire.
Et on s'est dit, à leur échelle, les élus locaux ont aussi un vrai rôle à jouer, que ce soit au niveau régional, puis au niveau départemental, mais aussi au niveau municipal. Et donc, effectivement, dans le cas des élections municipales, on a engagé une charte Ma ville anti-gaspi. L'idée, c'était de faire prendre conscience aux élus locaux, aux maires, en l'occurrence, qu'ils avaient à leur échelle un vrai rôle à jouer, qu'ils pouvaient être des ambassadeurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'ils sont les responsables de leur cantine, ils sont les responsables des informations qu'ils peuvent donner à leurs citoyens. Et donc, l'idée, c'était d'initier avec eux et d'envisager avec eux différents outils de sensibilisation et des professionnels, par exemple, qui interviennent dans les cantines, mais aussi des citoyens, à l'indispensable lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec certaines villes. On a aujourd'hui des discussions et on a plus de 40 maires qui ont signé notre charte dans le cadre des élections municipales, avec qui voilà, on travaille à définir un peu comment mieux faire de ces élus locaux des vrais acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire au regard de leur pouvoir et de leurs compétences. Monsieur Garot, comment est-ce que vous voyez justement cette implication des élus locaux et quel rôle ils peuvent jouer dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire? Le micro. Pardonnez-moi. Ce qui est très important, j'abonde dans le sens de ce que vient d'indiquer Simon Foucault. C'est indispensable, évidemment, d'impliquer l'échelon local. Et ce qui est plus important encore, me semble-t-il, c'est d'articuler les différents niveaux dans une action partagée. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on investisse, c'est l'outil, l'espace où on va pouvoir articuler les différents échelons et donc les différentes politiques et donc les différents moyens d'action. Je crois que le bon outil aujourd'hui, même s'il n'est pas encore très généralisé, mais je suis heureux que dans le plan de relance du gouvernement, il y ait des moyens qui aient enfin été mis pour ça, c'est ce qu'on appelle les PAT, les programmes alimentaires territoriaux. Pourquoi? Parce que l'idée des PAT, c'est de mettre ensemble, autour d'une même table, à l'échelle d'un territoire, les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, associatifs, pour fixer ensemble des objectifs en matière d'alimentation et déployer des moyens pour les tenir. Et parmi ces objectifs, il peut y avoir, en tout cas c'est recommandé, la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, si on veut articuler, il faut qu'on se saisisse de ces outils-là, mais c'est là où je voulais en venir et terminer parce que je ne veux pas être trop long. Ce qui est très important, que ce soit pour les PAT comme ce soit pour n'importe quel autre outil, c'est qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire une volonté politique, en tout cas localement, de conduire les projets. S'il n'y a pas cette volonté politique-là, on aura un truc, un machin administratif et on n'ira pas très loin. En revanche, s'il y a une vraie volonté politique qui associe les citoyens, c'est ça qui est intéressant dans l'échelon local, c'est qu'on peut associer les citoyens. Alors là, on peut avancer très vite. Et ça veut dire quoi? C'est la déclinaison ensuite d'actions très concrètes s'agissant du gaspillage. C'est ce qu'on peut faire dans la restauration collective scolaire, donc dans les lycées, les collèges, les écoles. C'est ce qu'on peut faire pour être sûr que les grandes surfaces sont bien dans une politique de dons aux associations de solidarité et pas simplement dans le one-shot ou quand ça les arrange, mais qu'il y a une vraie implication, un vrai engagement avec le souci de la qualité de ce qui est donné. Ça, c'est fondamental. Toutes les associations vous le diront. Donc oui, restauration scolaire, implication de la grande distribution, éducation aussi à l'alimentation. Tous ces aspects-là peuvent être mis en cohérence, mis en harmonie et mis en mouvement dans le cadre de ces PAT. Et s'il y a une volonté politique commune, alors là, on avancera et là, on obtiendra des résultats. Merci. Alors, c'est sûr qu'on viendra un petit peu plus loin dans la discussion justement sur cette place de l'action locale et cette dynamique au travers des PAT, les plans alimentaires territoriaux. Sur toujours les questions de réglementation, on a aussi un levier autour des cahiers des charges qui est un parfait exemple justement de ces enjeux autour des interprofessions. D'un côté, on a des cahiers des charges qui permettent de créer de la valeur pour le producteur en garantissant des achats de produits. Et de l'autre, on a la création d'un risque accru de perte pour des produits qui ne respecteraient pas ces cahiers des charges et donc qui ne pourraient pas trouver de débouchés. Alors là-dessus, du côté de la coopération agricole,
quel est votre point de vue? Comment on peut faire évoluer ces règles? Et est-ce qu'on peut, et si oui, comment? Et quels seraient les leviers pour ensuite pour inciter à utiliser, valoriser les produits qui seraient déclassés? Plusieurs questions. Oui, bien sûr, c'est un vaste, c'est effectivement une question importante, hein, mais je pense qu'il faut bien distinguer les normes des interprofessions des demandes clients. Et on a bien un domaine normatif qui, lui, est là pour, in fine, définir et cadrer finalement les règles de commercialisation, de contrôle de la qualité commerciale des fruits et des légumes, hein. Et souvent, ces normes-là, elles sont inscrites dans une réglementation européenne ou alors elles sont déclinées dans une réglementation française. Ça, ce sont des normes, elles ont un caractère à la fois obligatoire mais aussi protecteur du consommateur. On a ensuite des accords qui sont proposés par des interpros et dans lesquels toutes les parties prenantes sont présentes et qui, eux, peuvent évidemment faire l'objet de modulation. Ces deux cadres, et dans un accord interpro, vous pouvez avoir des questions qui sont liées peut-être à des éléments de calibre ou autres. Mais le calibre en lui-même, il est défini dans la norme. Ces deux cadres, en fait, permettent tout ce qui est évidemment création de valeur, accompagnent la montée en gamme de certains produits, la segmentation qui va avec. Et évidemment, de ce fait-là, peuvent exclure certains produits qui, hors cadre commercial, donc hors accord, hors calibre par exemple, se retrouvent, je dirais, sur le bord de la route, in fine, et où il faut qu'il y ait, il y a d'ailleurs des voies de valorisation qui sont développées, donc des légumeries, des conserveries, des dons, des ventes à prix réduit. Je peux citer par exemple l'opération Gueule cassée, hein, qui avait été tout à fait intéressante parce qu'elle permettait de trouver un débouché à un certain nombre de fruits ou de produits qui étaient hors calibre. Et en fait, il faut peut-être avancer. Et par rapport à la question que vous me posiez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Je pense que dans les accords commerciaux, c'est toujours possible. Dans les normes, c'est plus compliqué. Mais dans les accords commerciaux, c'est possible. Et c'est possible aussi probablement de rajouter à des accords commerciaux des choses qui permettraient d'écouler certains produits hors calibre, à condition d'en informer le consommateur, puisque dans ces cas-là, on doit aussi une forme de transparence sur le fait que si le produit il est plus petit, ben, c'est pas qu'il est moins bon, mais c'est juste que c'est le vivant en fait, hein. On travaille aussi avec des produits qui sont issus du vivant et qui ne sortent pas d'une machine, donc avec un calibre parfaitement défini. Donc je pense que oui, c'est possible. Ça sous-entend d'avoir d'abord un accord avec le commerce d'une part, mais aussi d'avoir une vraie transparence, d'offrir une transparence aux consommateurs. Alors merci, c'est très clair. Ça va nous permettre de glisser doucement vers un autre sujet, une autre grande thématique que sont cette question des dates. Alors avec les fameux sigles qu'on va tout de suite retranscrire parce qu'on va les réutiliser par la suite, donc les fameuses DDM, les dates de durabilité minimale, c'est l'équivalent de à consommer de préférence avant le, et puis la DLC qui est la date limite de consommation à respecter pour des questions sanitaires. Alors, il y a clairement on entend régulièrement les questions de besoin de clarification. On estime qu'il y a environ 20% du gaspillage qui, à l'étape du consommateur, est dû à une incompréhension des dates. Qu'est-ce qui manque pour clarifier? Pourquoi est-ce qu'on en est toujours à cette situation? Et quelles propositions? Et alors là-dessus, clairement, Too Good To Go, vous avez travaillé sur un pacte. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous donner des pistes justement de solutions? Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant un moment chez Too Good To Go, tout simplement parce que dans nos paniers, qui sont des paniers surprises, vous pouviez trouver des produits dont la DDM était dépassée et en fait des utilisateurs venaient nous écrivaient en nous disant en fait moi, je ne mange pas de produits périmés, je ne suis pas là. Et on s'est dit, il y a un peu de pédagogie à faire. On a étudié plusieurs rapports. On a vu qu'effectivement, 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers était causé par par l'incompréhension qui existe entre la DDM et la DLC. Et que 53%, donc plus d'un Français sur deux, ne savait pas faire la différence entre une DDM et une DLC. Et donc, on s'est dit, on va réunir des acteurs de l'agroalimentaire qui vont ensemble prendre des engagements pour réduire le gaspillage alimentaire causé par les dates de consommation. On a lancé l'initiative avec 15 acteurs de l'agroalimentaire. L'idée, c'était d'avoir des représentants de la distribution, qu'on a les Carrefour, Monoprix, Intermarché, des industriels et d'autres.
On avait des industriels, on avait les Deux Vaches, Michel Augustin et Danone. On avait des fédérations du commerce et de la distribution et l'Association nationale des industries agroalimentaires. On avait des associations, on avait Solal qui est une association de dons agricoles, mais aussi association environnementale et de consommateurs pour vraiment avoir une représentativité un peu complète de la chaîne de valeur et en tout cas des personnes concernées par le sujet. Et on était soutenu dans cette initiative par le gouvernement, enfin en tout cas par deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ensemble, ces 15 acteurs ont pris 10 engagements pour lutter contre le gaspillage alimentaire causé par les dates de consommation. Le premier, c'est le lancement d'une grande campagne de sensibilisation et ensuite, c'est plein d'engagements qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place dans les différentes structures. Ils étaient 15 au début, aujourd'hui on en a 53. On a le Conseil national de l'alimentation qui est aussi autour de la table. On a la coopération agricole, donc on est entre amis sur le sujet. Et voilà. Et donc on met en place plusieurs petites initiatives, mais encore une fois, c'est une question de pédagogie, de sensibilisation. La vraie difficulté, et là je vais rejoindre ce qu'a dit Guillaume Guéraud tout à l'heure, il faut une ambition politique sur ce sujet. Et aujourd'hui, la France, en tout cas en France, on n'a pas de ministre qui s'est saisi du sujet gaspillage alimentaire causé, et encore moins celui causé par les dates de consommation. Et la complexité de ce sujet, c'est que c'est un sujet européen qui est encadré par le règlement INCO. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre autour de la table les 28 pays membres, enfin 27 pays membres, et les mettre d'accord sur le sujet des dates de consommation, qui est, je suis bien conscient, en cette période, pas du tout leur priorité. Mais donc, un peu au regard du manque d'ambition politique qui existait sur le sujet, on a décidé, nous, tout go, de se saisir un peu du bâton, et on a mis autour de la table tous les acteurs pertinents. Et on a créé une dynamique et on a accéléré une dynamique qui aujourd'hui continue à fonctionner, et on s'en félicite. Alors, je ressens pour le coup un consensus là sur cette question pour faire bouger les choses. Un autre point d'attention, peut-être, enfin, je pense qu'en plus c'est quelque chose qui n'est pas connu par la plupart, c'est que justement ces fameuses dates ne sont pas présentes dans les codes barres qui servent à tout dans la gestion de l'alimentation. Donc ça, c'est un frein parce que justement pour la gestion de ces dates, des stocks, pour faire en sorte de limiter les pertes, ça limite, en tout cas ça ne facilite pas. Dans la loi dite AGEC de cette année, anti-gaspillage et économie circulaire, il y a un article qui indique que pour permettre le traitement informatique des stocks, la fameuse date limite de consommation, la DDM et le numéro de lot peuvent dorénavant être intégrés dans les codifications d'information des denrées alimentaires. Donc, il y a un décret qui est en attente. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc de cette loi et quelles seraient les fins à cette mise en œuvre, Monsieur Garot, par rapport à ça? Alors, la loi, elle a fait, de ce point de vue-là, une partie du chemin. Parce que dans l'amendement que, avec d'autres collègues, nous avions présenté, ce n'était pas une modalité, ce n'était pas simplement peuvent, c'était le champ de l'obligation, doivent faire en sorte que pour avancer de façon efficace sur la question de la mesure du gaspillage, il fallait qu'on ait une connaissance précise de l'état des stocks dans les grandes surfaces. Et donc pour ça, il y avait une mesure assez simple, nous semble-t-il, c'est qu'on puisse, comme vous l'avez présenté, Madame Gouttière, inscrire dans le code barre cette donnée-là, cette data-là. Le fait que ce soit possible, c'est un pied dans la porte, c'est très bien, mais il va falloir aller sans doute plus loin. Et si vous me permettez, du coup, je glisse juste sur une proposition de loi que je dépose à l'Assemblée nationale et qui va nous permettre on va essayer de combler les trous qu'il y a dans la raquette par rapport à la loi que j'avais fait voter en 2016 et par rapport à la politique plus globale de lutte contre le gaspillage alimentaire. La question de la mesure, la question de la connaissance de la réalité du gaspillage aujourd'hui dans notre pays, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment majeur parce que c'est très bien de se fixer des objectifs et là aussi ce sont des objectifs qu'on a inscrits dans la loi de 2016, mais la loi de 2019, la loi AGEC, mais encore faut-il qu'on ait les outils pour bien mesurer. Bon. Et si on n'a pas ces outils-là, on n'avancera pas. Donc, moi, je fais la proposition
et je voudrais que ce soit discuté à l'Assemblée nationale, que les outils qui ont été mis au point par DEM, justement, parce qu'il y a des groupes de travail, n'est-ce pas, chère Laurence Gouttière, qui ont avancé sur le sujet, qui ont fait des propositions. Eh bien, moi, je voudrais que ces propositions-là, elles soient reprises, elles soient inscrites dans la loi, de telle sorte que là encore, on passe un nouveau cap. Et je le dis de façon, comment dire, d'autant plus convaincu que, vous savez, on m'a fait le même topo en 2016 lorsque j'avais fait voter la loi contre le gaspillage alimentaire. Tous ceux qui étaient contre cette loi, à l'époque, avaient un argument, mais on me disait, ah, monsieur le député, c'est pas la peine, on le fera sans qu'il y ait d'obligation législative. Laissez-nous faire, on va s'en occuper. Je leur ai dit, bah, écoutez, si c'est aussi simple, n'ayez pas peur qu'on le mette dans la loi. Mais non, c'est pas. Enfin, bref, on l'a mis dans la loi. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a mis dans la loi que ça a permis à l'ensemble des grandes surfaces en particulier, si je pense aux dons, ça a permis à l'ensemble des grandes surfaces de donner leurs invendus. Eh bien, je pense que en matière de lutte contre le gaspillage, il faut qu'on passe comme ça des étapes, il faut qu'on pose comme ça des cliquets, et la question des outils de mesure en fait partie. Donc, moi, je propose qu'on s'appuie sur le travail de l'ADEME pour mettre ça dans la loi, et une fois qu'on le met dans la loi, on le décline et on fait avancer l'ensemble des acteurs économiques avec qui, bien sûr, on aura travaillé, concerté en amont. C'est d'ailleurs tout le travail qu'a fait, et fort bien, depuis des mois, j'allais dire des années, l'ADEME sur ce sujet. Bon, en tout cas, c'est déjà prévu, je découvre et j'approuve forcément. Simon, Florence, par rapport à cette question, enfin, à cette proposition d'amendement et à cette thématique des dates dans les lots, est-ce que vous avez une réaction? Moi, je peux peut-être réagir dessus. Ce sera quelque chose de compliqué à faire parce que, évidemment, les sujets des dates ou des codes barres ou des propositions qui ont été faites ont d'abord été mises en place pour des problématiques de retrait-rappel et pas forcément pour des questions de gestion de gaspillage. Donc, évidemment, ça peut sans doute permettre de avoir une meilleure visibilité en fait, hein, sur les produits qui arrivent à terme dans des entrepôts de magasins, dans les usines ou à des niveaux de transformation. Hein, la gestion des lots en général, les questions de date et sur les produits frais sont systématiquement marquées. Et on est souvent dans un maillon industriel pour réduire toutes les freins et pour des questions de gestion de stock sur je dirais des flux qui sont first in, first out. Hein, ce que j'appelle first in, first out, c'est premier entrée, premier sortie. Donc ça existe. Il faut quand même qu'on sache et qu'on rappelle ce point-là. Je pense que c'est un point important. La gestion des codes barres peut suffire à certains maillons, mais sera certainement très insuffisante. Je pense par exemple, je vais vous donner un exemple, elle n'empêchera pas ce que vous voyez souvent dans des rayons de magasins, des personnes qui vont aller chercher au fond du rayon les sachets de salade dont la date de péremption est, je dirais, la plus éloignée pour pouvoir conserver. Et ça, que vous ayez un code barre ou pas qui matérialise ça n'aidera pas en fait à ça et ça n'aidera pas à éliminer ou en tout cas à écouler des produits dont les dates de péremption seraient les plus proches. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique sur l'approche et que voilà, la loi ou la complication, parce que c'est quand même un sujet qui est compliqué hein, d'insérer des dates dans un code barre. Le code barre a géré déjà de multiples informations. Donc, ce n'est pas impossible. Je ne dis pas du tout ça. Par contre, on est sur quelque chose qui va donner, ou je dirais, donner oui, une nouvelle complexité ou un nouvel élément de complexité dans un ensemble qui l'est déjà. Et je crois, moi, beaucoup plus à des propositions qui pourraient être, et qu'on voit d'ailleurs, hein, des initiatives qui sont faites, hein, avec des produits qui sont quasiment en fin de DLC, qui sont mis dans des bacs par les distributeurs pour permettre d'écouler un certain nombre de produits avec des réductions de prix, par exemple, ou des promotions qui sont faites sur ce type de produits. Il y a des choses sans doute qui sont aussi pratiques. Et évidemment, ça ne gère pas le stock dans les stocks dans les entrepôts, mais il y a, je dirais, des numéros de lot et je pense qu'il y a des choses qui existent quand même et qui sont faites en dehors du code barre.
En tout cas, c'est une illustration très, très concrète voilà, de la vie professionnelle. Simon, par rapport à ces échanges. Oui, je voulais intervenir et confirmer ce qui a été dit brillamment juste avant moi. Mais effectivement, nous, on a aussi travaillé sur le sujet de l'intégration des dates dans les codes barres à l'aune du gaspillage alimentaire, même si le sujet dépasse le gaspillage alimentaire, comme l'a dit Florence Pradier, et qu'un travail est mis en œuvre par GS1. GS1, c'est l'organisme mondial de standardisation des codes barres, notamment des codes barres, plus généralement l'étiquetage. Ils ont commandé un rapport à un cabinet qui s'appelle JBG ou JGB, j'ai un doute, sur le sujet, et c'est notamment dans le cadre de procédures retrait-rappel, parce qu'il faut aussi rappeler que les dates, évidemment, elles servent d'information aux consommateurs, mais qu'elles servent aussi à tracer les stocks, et que c'est pour ça que les dates figurent notamment sur les procédures de retrait-rappel dont on a parlé. Et donc, elles pourront et elles empêcheront ce qu'on a pu connaître dans des procédures de retrait-rappel récentes, des produits qui continuaient à sortir des magasins là où alors qu'ils faisaient l'objet de procédures de rappel. Donc, il y a un travail qui est en cours sur le sujet. La vraie difficulté, nous, c'est ce qu'on a pu analyser de notre rôle un peu de témoin extérieur. C'est aussi les jeux complexes qui peuvent exister entre les acteurs. Pour les distributeurs, évidemment, a priori, c'est une action plutôt facile à mettre en œuvre parce qu'on parle peut-être de changer peut-être les outils de lecture des codes barres. Là où pour les industriels, ça représente évidemment un coût très conséquent. Ça nécessite de potentiellement changer les machines. Donc, on voit là deux ambitions un peu différentes des industriels qui vont devoir s'y mettre parce que les règles le voudront et que bientôt les consommateurs le demanderont et que, comme on a l'habitude d'utiliser Yuka, bientôt on aura un scanner pour scanner nos produits qui nous alertera quand on aura un yaourt qui arrive à date proche. Et je me le souhaite. Mais donc, on a d'un côté les industriels qui peinent un peu à se mettre autour de la table sur le sujet, et je le comprends parce que ça représente des coûts conséquents. Et de l'autre côté, des distributeurs qui sont un peu allants et qui ont envie que le sujet avance. Donc, c'est aussi avoir en tête ces investissements potentiels pour chacun et un peu les jeux de pouvoir qui peuvent exister entre eux. Guillaume Garot, une réaction? Moi, je comprends tout à fait, et je souscris la volonté de Florence Pradier, enfin qu'exprime Florence, d'être pragmatique, bien sûr. Je pense que ça n'empêche pas, politiquement, qu'on se fixe des objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectifs assignés, clairs, à moyen terme, on a du mal à mobiliser tous les acteurs. Donc la vertu d'inscrire dans la loi une temporalité et des objectifs concrets comme cela, mais c'est précisément de pouvoir permettre la mise en mouvement de l'ensemble de la machine économique autour d'objectifs qui, me semble-t-il, sont d'intérêt généraux, parce que on veut tous avancer contre le gaspillage alimentaire. On s'est fixé des objectifs, voyons concrètement avec quels moyens on peut le faire. Et je pense que la loi peut aider, non pas mettre des boulets supplémentaires, mais au contraire, peut aider. Et vous savez, la lutte contre le gaspillage, je trouve que ça donne beaucoup de sens aussi à non seulement à l'action publique, mais aussi à l'action économique parfois. Moi, j'ai le souvenir, lorsque j'étais au gouvernement, sur cette question du gaspillage, avoir travaillé avec des industriels, à travailler aussi avec des grandes maisons de l'alimentation. Je ne veux pas citer de marque, mais une très grande maison qui est traiteur sur la place de Paris, et qui disait, grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire, on a réussi à redonner du sens à l'ensemble de ce qui est fait, de ce qui est produit, et en mobilisant tous les salariés autour d'objectifs qu'on a partagés. Donc, la lutte contre le gaspillage, ce n'est pas simplement des tableaux Excel, c'est aussi du sens. Et si on présente les choses comme ça, alors on arrive à mobiliser, alors on arrive aussi à avancer plus vite. Alors, c'est encourageant. Florent, je vais vous redonner la parole autour du dernier levier qu'on a identifié sur ces fameux contrats dates que vous devez avoir l'habitude d'utiliser avec la question de l'assouplissement des règles. Alors, c'est quoi les contrats dates? C'est un principe qui crée une obligation pour un lot qui arrive chez le distributeur d'avoir encore 2/3 de date de validité. Et au risque, si ce n'est pas le cas, d'être rejeté par le distributeur, et on constate dans la pratique des abus. Alors, est-ce qu'on peut faire évoluer les règles? Est-ce que c'est souhaitable? Et quelles sont les contraintes qui seraient associées?
Oui, moi je pense que c'est important qu'on puisse faire évoluer les règles, hein. Je comprends tout à fait et on voit bien par la réaction des consommateurs. Je pense qu'il faut qu'on parte de là. Le consommateur, quand il achète un produit, il a envie d'avoir une durée de vie qui soit la plus longue possible. D'abord parce qu'il ne fait pas toujours ses courses tous les jours. Il peut les faire une fois par semaine, voire aller faire voilà, des grandes courses de façon un peu plus éloignée. Et donc, il veut toujours, ou il va chercher la date et la durée de vie la plus longue. Et évidemment, ça a conduit à non pas une réglementation, puisque c'est une règle, ça n'est pas du registre réglementaire, mais en tout cas une règle qui est à peu près harmonisée et unique pour l'ensemble de la distribution, qui est de ne pas accepter des produits dont il n'y aurait pas au moins 2/3 de durée de vie encore optimale. Donc, et si vous avez dépassé ces dates-là, en fait, la difficulté, c'est d'arriver à vendre ces produits-là, la seule alternative restante pouvant être le don. Alors aujourd'hui, c'est une question qui est vraiment liée à la gestion des stocks, à la logistique. On le voit pendant la crise Covid, par exemple, on a eu à faire des dérogations sur ce sujet-là parce que des problématiques d'approvisionnement ou logistique ne nous permettaient pas. Et là, on a bien vu que le plus important était d'avoir du produit dans les rayons et in fine, le sujet de la date de péremption n'était plus du tout le sujet. Et donc, on peut avoir des dérogations. Je pense qu'on peut travailler sur le sujet de la logistique, mais il y a sans doute aussi, pour certains produits, hein, parce que quand on est sur des produits avec des durées de vie qui sont extrêmement longues, je dirais 18 mois, enfin, je vous dis ça, mais 18 mois, quand vous êtes une petite PME et que vous produisez des produits qui ont une durée de vie de 18 mois et que vous avez à gérer 500 références dans votre entreprise et que vous en faites, vous ne pouvez pas faire les 500 tout le temps, il faut effectivement aussi prendre en compte ce sujet-là. Mais je pense que les distributeurs sur certains produits et les produits qui s'altèrent plus ou moins vite, sur un pot de confiture, par exemple, le fait d'avoir 2/3 de durée de vie me paraît pas forcément justifié, en fait, hein, même du point de vue du consommateur. Donc on voit qu'il y a des assouplissements quand même qui peuvent se faire, qui méritent d'être faits. Et c'est vrai que c'est là, on rejoint toujours cette question de changer quelque part des habitudes, des normes, des choses qui sont un peu historiques et sur lesquelles il faut bousculer un peu les lignes. On va basculer sur un troisième grand thème qui est la création de valeur autour d'un premier levier qui est sur justement quand on a des surplus de production, quand on a des produits qui ne sont pas écoulés au niveau justement de la production pour X raisons, saturation de marché ou quoi. Que peut-on faire justement de ces surplus? Comment les valoriser? Il y a des pistes clairement autour d'outils de transformation. On a de plus en plus de projets, de conserveries, mais on se rend compte que le maillage n'est pas encore optimal. Il est encore même assez faible sur l'ensemble du territoire. On retombe justement sur ces questions de territorialisation. Et surtout, ces outils de conserverie sont pour l'instant principalement, dépendent de financements publics et donc se pose la question de la pérennité de ces dispositifs-là. D'un côté qu'on souhaite voir se développer, mais il ne faudrait pas créer quelque chose qui s'écroule sous peu de temps. Florence, peut-être à nouveau, justement, vous qui êtes à l'interface entre la production, la transformation, comment voyez-vous justement ce développement d'outils que peuvent être les conserveries? Faut-il les encourager ou est-ce que, il faut se concentrer sur d'autres choses? Et si oui, à quelle échelle et au travers de quel financement? Est-ce que vous avez des pistes? Bien entendu, je pense que est-ce qu'on a des pistes? On ne peut pas mettre fin à la loi de l'offre et de la demande, hein, qui régit tout ce qui est pris sur les marchés. Et évidemment, on a une problématique qui est tout à fait liée avec la raison d'être des coopératives agricoles et agroalimentaires. Pour moi, les deux leviers, hein, qui sont affichés là sont des leviers qui sont absolument liés. Comment valoriser l'ensemble de la production agricole quand la situation économique n'est pas viable? C'est une vraie question. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question là, mais je ne suis pas sûre que la solution soit très simple sur ce sujet-là.
Non, en effet. Alors, je vais passer la parole à Guillaume Garot parce que ça refait le lien justement avec l'échelle des plans alimentaires territoriaux, les PAT, tout en vous posant aussi la question enfin, voilà, est-ce qu'on peut aussi avoir un levier vers une incitation vers les agriculteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de productions qui sont perdues parce que le prix de vente est inférieur au prix de revient? Ce jeu de marché, la difficulté pour le producteur de prévoir à l'avance son prix de vente. Comment on peut permettre aux producteurs d'anticiper et pallier à ces différents effets sans inciter à la surproduction et au travers, pardon, il y a toujours plusieurs questions en une, mais c'est des sujets qui sont très très larges avec des temps courts. Est-ce qu'il y a des incitations financières qui peuvent aider, donc à la fois sur l'étape de transformation et à la fois vis-à-vis de l'amont de la chaîne sur la production? Est-ce que vous identifiez des leviers comme ça incitatifs? Sujet difficile, vous l'avez dit. D'abord, sujet difficile parce qu'on est là face à un aléa climatique, souvent. Voilà, je pense en particulier sur toutes les productions maraîchères. Ça va de soi qu'on ne peut pas maîtriser au mois de décembre la production qui sera celle du mois de mai ou du mois de juin. Bon, ça, c'est une évidence. À partir de là, qu'est-ce qui est possible de faire? Il y a la question du stockage qui peut exister pour certaines productions, pourquoi pas. Mais il faut aussi peut-être qu'on ait en tête plusieurs choses. Un, il y a le don agricole, hein, comme ça existe pour le don des produits de grande consommation, là, des produits bruts. Et on a cherché depuis des années, Solal s'en occupe très très bien, on a cherché depuis des années à le simplifier, à le généraliser, à le rendre vraiment accessible à tout un chacun quand on est producteur ou agriculteur. Il y a encore, c'est un boulot énorme qui est fait là-dessus et qu'il faudra évidemment continuer. Les incitations fiscales, elles existent comme elles existent sur le don alimentaire. Vous savez, tout ce qui existe pour encourager le don des grandes surfaces, par exemple, aux associations de solidarité, c'est exactement la même règle fiscale pour encourager le don de produits agricoles à ces mêmes associations de solidarité. Encore faut-il pouvoir le faire lorsqu'il s'agit de produits bruts qui ne sont pas encore transformés. Quand vous êtes producteur de porc et que vous donnez un cochon, c'est pas facile de donner le cochon vivant à l'association au Resto du Cœur du coin. Vous en conviendrez. Donc, il faut qu'on trouve, alors il y a des choses de fait, hein, la capacité pour le producteur de donner, s'il le souhaite, ce porc-là, qui soit ensuite débité en morceaux et qui puisse ensuite être donné au Resto du Cœur, même si sur la viande fraîche, ce n'est pas toujours simple du point de vue des restos. Mais les mécanismes existent, il faut qu'on les appuie, il faut surtout qu'on les généralise. Deuxième chose, toujours dans la proposition de loi dont je parlais, la PPL, que je voudrais maintenant mettre en débat à l'Assemblée nationale, il y a aussi, et là c'est plus pour les fruits et légumes bien évidemment, l'idée de convention de glanage. Comme on a des conventions de dons des grandes surfaces vers les associations de solidarité, on pourrait très bien imaginer aussi, ça c'est plus pour les maraîchers, donc qu'on ait des conventions de glanage pour toutes les productions qui sont laissées en champ, qui sont parfois pas récupérées pour des raisons de cours, hein, de niveau des cours, et qui demain pourraient l'être mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors voilà quelques pistes, mais juste pour terminer, il faut toujours qu'on ait bien en tête qu'il y a des circuits qui permettent de transformer des produits qui, par exemple, pour les fruits et légumes, ne peuvent pas être mis à la vente parce que les prix sont trop bas et qui pourraient donc être retraités dans la transformation alimentaire. C'est le cas on parlait de fruits et légumes tout à l'heure, très bien, ça viendra des compotes, ça viendra des confitures, pourquoi pas. Mais il faut toujours qu'on ait à l'esprit, je suis sûr que Florence sera d'accord avec moi, pour qu'on ne participe pas de la pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut vraiment qu'on tienne en permanence les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que la lutte contre le gaspillage alimentaire ne soit pas une espèce de paravent à la pression à la baisse sur les cours. Il faut qu'on fasse très attention à ça en même temps. Voilà, je dis ça avant celui qui va s'exprimer dans une heure sur nos télévisions. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire. Pardon, merci. Et Florence, une réaction? Allez-y.
Oui, oui, peut-être. Enfin, je suis complètement d'accord avec Monsieur Guillaume Garot sur ce sujet. Euh, et d'ailleurs, on a des productions où effectivement le glanage est organisé, c'est-à-dire c'est très difficile, hein, d'ajuster l'offre et la demande. D'abord parce que le consommateur envoie pas un planning avec ce qu'il va consommer dans les 4 semaines qui viennent, ou voire dans les mois qui viennent, très précis avec la quantité quand on consomme, c'est aussi de l'impulsion quand on va voilà, dans un magasin. Et donc, on doit faire avec ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse avec comment dire, ces imperfections-là, mais qui font aussi la richesse du secteur alimentaire. Donc, évidemment, il faut qu'on fasse attention à ce que quand on est en surproduction, quand on a des phénomènes de surproduction, ça ne soit pas des prétextes, ou en tout cas que la lutte contre le gaspillage ne soit pas un prétexte à tirer l'ensemble d'une filière vers le bas, parce qu'on a d'autres problématiques évidemment à gérer qui sont la rémunération des agriculteurs. Nous, en coopérative, hein, les coopératives par exemple, hein, sont quand même des produits, c'est des entreprises qui appartiennent à leurs agriculteurs, hein, donc elles ont été créées par les agriculteurs, elles leur appartiennent collectivement, ils ont décidé de mutualiser des moyens ensemble pour collecter et puis pour vendre leur production. Donc, nous, en fait, le sujet se positionne plutôt au niveau de la coopérative, et les coopératives sont aussi dans ce rôle-là, de faire attention ou de veiller. Alors, elles ont l'obligation de prendre, hein, tous les produits qui sont amenés par l'agriculteur et ensuite de les écouler. Et donc, c'est un savant métier que d'arriver à écouler des produits sur des marchés sans faire que ces marchés s'écroulent. C'est un vrai métier, pas toujours simple, et sur lequel évidemment, ben, le don alimentaire, un moyen, mais ça ne doit certainement pas être le seul. Très bien. Côté Too Good To Go, il n'y a pas d'action sur le secteur de la production? Alors, Too Good To Go a mis en place quelques pilotes. Effectivement, le principal maillon sur lequel nous travaillons, c'est évidemment la distribution classique. Même si on a mis en place quelques pilotes, notamment en Loire-Atlantique, dans des champs, en fait, vous payez à l'agriculteur via l'application un droit de glanage, justement, le fameux droit de glanage. Vous le payez via l'application et vous avez le droit d'aller chercher votre panier anti-gaspi de fruits et ou de légumes dans le champ de l'agriculteur. Mais sur le sujet, on a un peu travaillé, même si c'est moins notre cœur de métier pour le moment, et on ne s'interdit pas peut-être demain de travailler plus précisément sur ce point. Nous, ce qu'on constate, et ce qui est un peu désolant, et c'est, je pense, un constat qu'avait pu faire Guillaume Garot avant la loi 2016, c'est de se dire aujourd'hui, les agriculteurs gagnent plus d'argent à laisser malheureusement pourrir leur production qu'à essayer de la revaloriser par un biais ou un autre. Et c'est ça qui est désolant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le moyen de valoriser moins cher que finalement de perdre une partie de sa production. Et effectivement, le jour où on aura réussi à trouver un palliatif, je pense que là, on aura réussi à lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire au niveau de la production. Très bien. Alors, on va basculer justement vers le dernier grand thème et pas des moindres. Je vais vous redonner la parole, Simon, au sujet justement de cette question de l'éducation et de l'intérêt du consommateur final. Je sais que chez Too Good To Go, c'est un fort engagement. Alors, il n'y a pas de doute, on a besoin de sensibiliser l'ensemble des consommateurs sur ces enjeux-là qu'on aborde aujourd'hui, du fameux champ à l'assiette et cette compréhension de cette complexité. À côté de ça, on a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. On veut du bio, du local, du saison, si possible du bas carbone, bon pour la santé, qui soit de plus en plus diversifié et, tant qu'à faire, le moins cher possible. Alors, est-ce qu'on peut cocher toutes ces cases tout en continuant à s'attaquer à cette question du gaspillage alimentaire? Quel est justement le rôle du consommateur et quelle est la place des campagnes de sensibilisation dans toute cette compréhension-là et quelque part cette dualité? C'est une bonne question. Merci. Je pense que Too Good To Go est un bon exemple, entre autres, de l'attente des consommateurs et du rôle d'application ou de mouvement comme le nôtre. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, comme vous l'avez dit, qui viennent chercher, on a parlé tout à l'heure de nourriture à moindre coût, qui viennent chercher sur Too Good To Go des produits ou de la nourriture à moindre coût, qui viennent diversifier
leur alimentation, qui viennent acheter du bio là où ils ne peuvent pas le faire. Il y a plein de gens qui arrivent sur Too Good To Go. On a plus de 7 millions, on a 7 millions et demi d'utilisateurs en France. Je pense que parmi les 7 millions d'utilisateurs, il y en a énormément qui sont venus pour des raisons économiques. Sauf que le message qu'on leur envoie, il n'est jamais économique. Jamais on leur dit « Venez chez Too Good To Go, vous allez avoir de la nourriture pas chère. Venez chez Too Good To Go, la nourriture est à moins, est à 30% de sa valeur initiale. » Nous, notre message, il est toujours environnemental et à chaque fois, on envoie à tous nos utilisateurs. L'idée, c'est de sauver des paniers de la poubelle. C'est aussi de leur donner un peu des astuces pour mieux conserver leurs aliments. C'est aussi de leur donner un peu plus d'informations sur l'impact de la nourriture. Donc, je pense que par ce biais de la recherche aussi de l'économie, et Florence Pradier parlait tout à l'heure des rayons anti-gaspi dans les magasins, par ce biais de l'économie, on arrive à finalement faire aussi un peu de pédagogie. Et je pense qu'on aura réussi quand on fera des… Enfin, moi, je fréquente comme plein de gens des grandes surfaces classiques. Et souvent, le rayon anti-gaspi, c'est un rayon qui est au fond, un peu au fond du magasin, un peu dans le noir. Il y a 3 salades préparées qui se battent en duel. C'est horrible, mais on a fait du gaspillage alimentaire un sujet pas sexy. En fait, on s'est dit, c'est la poubelle, donc les gens n'ont pas envie de manger. Je pense qu'on arrivera à faire prendre conscience et à faire un vrai travail de pédagogie le jour où on arrivera à faire prendre conscience aux gens que le gaspillage alimentaire, c'est juste la nourriture qu'ils auraient pu manger 1 heure avant et en fait qu'ils n'ont pas acheté, et que le sujet est peut-être sexy, entre guillemets, et notamment dans le cadre du pacte solidaire de consommation, on a un engagement sur la mise en place de rayons anti-gaspi avec un angle, qu'est-ce qu'on mange ce soir ou alors qu'est-ce que j'aurais pu acheter il y a 1 heure, pour vraiment sortir un peu de ce côté, c'est de la nourriture pas chère, c'est de la nourriture économique. Et je pense que c'est comme ça, c'est en donnant un peu une image un peu plus noble, entre guillemets, au gaspillage alimentaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire qu'on arrivera notamment, ce n'est pas une des seules solutions, à faire prendre conscience aux consommateurs que c'est un vrai problème. Florence, sur cette question justement de l'attractivité et en tout cas de la sensibilisation vis-à-vis du consommateur, j'imagine que vos adhérents sont sensibles à cette approche et à comment faire passer les messages. Bien sûr, hein, je pense qu'il faut… l'éducation du consommateur, c'est un vaste chantier. Hein. C'est évidemment quelque chose de très ambitieux parce que la compréhension qu'on a du message ne va pas être le même en fonction du consommateur que vous êtes. Si vous avez des fins de mois à boucler, le sujet du gaspillage sera sans doute plus prégnant chez vous que si vous n'en avez pas. Je dis ça, c'est peut-être très caricatural ce que je dis, mais ce rapport au gaspillage et au gaspille, il est aussi assez individuel. Et donc, ça en fait un chantier immense sur la partie pédagogie et éducation. En revanche, je pense quand même que les choses évoluent et que voilà, pour travailler souvent avec des générations un peu plus jeunes, la sensibilité par rapport à des enjeux planétaires de carbone et autres est vraiment aujourd'hui dans les mentalités, en tout cas d'un bon nombre de jeunes générations, et ils ont du coup une véritable attention à ces questions liées au gaspillage alimentaire. J'avais envie de vous citer un exemple, mais qui existe aussi dans une filière qui est, par exemple, les laits pour bébés. On ne peut pas donner de lait pour bébé quand vous êtes un producteur de lait maternisé parce que il ne faut pas inciter, je dirais, il faut plutôt favoriser le lait maternel et non pas le lait en poudre. Donc, il y a des règles, une réglementation qui est extrêmement stricte sur le fait de faire des dons. Et en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui offusque des gens qui travaillent chez des grands faiseurs de lait maternisé parce qu'ils disent on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on a un problème de l'eau, quand on n'arrive pas à… Voilà, finalement, ces produits partent en destruction alors qu'on en a besoin. Et tous ces éléments-là, je dis juste que je vois bien aussi chez des jeunes ingénieurs ou chez des jeunes qui travaillent dans ces entreprises-là une forme d'inacceptation au fait de jeter ou de détruire. Alors, on voit comment on rebondit très vite d'un sujet à un autre. C'est vraiment, ça illustre parfaitement cette question justement d'interconnexion. Alors, vous avez prononcé le mot d'éducation. Je sais qu'il est très cher à Guillaume Garot. Dans votre loi, d'ailleurs, il est question d'informer et d'éduquer à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, en passant par les enseignements.
qu'en est-il? Est-ce que vous savez si ça a été bien repris par les acteurs de l'éducation nationale et sinon, comment on pourrait accélérer cette mise en place? Ça fait partie des trous dans la raquette dont je parlais tout à l'heure, hélas. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le tout de le mettre dans la loi, de l'écrire en noir sur blanc. Si ensuite il n'y a pas de volonté politique, de relais, on n'avance pas. Alors, c'est une vraie difficulté parce que quand on veut travailler avec l'éducation nationale, bon, on a un accueil très cordial, mais parfois on a du mal à faire bouger les choses. Mais reconnaissons que même si c'est plus lent, ça bouge quand même et dans le bon sens. Cela dit, la bataille qu'il faut mener aujourd'hui, c'est celle de pouvoir généraliser dans les programmes scolaires une véritable éducation, de mon point de vue, au développement durable, donc à l'alimentation, donc à la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour prendre les choses dans l'ordre où l'éducation nationale les a posées. Je pense que c'est à notre portée, mais il ne faut pas se dire que l'éducation à l'alimentation, ce serait uniquement la responsabilité des familles. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas suffisant. Il ne faudrait pas non plus se dire que c'est de la responsabilité des collectivités locales parce que ce sont elles qui sont responsables de la restauration scolaire et donc sur le temps méridien, le repas, le midi à la cantine, eh bien, à elles de faire ce travail-là. Là non plus, ça n'est pas suffisant. Elles font ce qu'elles peuvent, les collectivités locales, mais on ne va pas les charger en plus de cette mission-là. Donc, moi, je milite vraiment pour que l'éducation nationale comme ministère prenne sa part dans cette responsabilité-là, dans ce combat-là. Moi, je voudrais que ce soit dans les programmes scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Je pense que c'est à notre portée. On est le pays du bien manger. On est heureux de l'alimentation en France, de la qualité française de notre alimentation. Ben, je pense que ça fait partie des objectifs qu'une nation comme la nôtre pourrait se fixer. Mais là encore, il faut une volonté politique. Quand, vous savez, quand moi j'en ai parlé à quasiment tous les ministres de l'Éducation depuis que j'étais moi-même au gouvernement, qui me disent tous oui, y compris quand j'en avais parlé à l'actuel ministre il y a quelques années de cela. Mais bon, ça a du mal à embrayer derrière. Donc, il faudra peut-être y revenir. Est-ce que je peux rajouter un mot, Madame Gouttière, sur la sensibilisation du consommateur? Peut-être qu'on va le dire après, mais comme Florence en a parlé, je voulais aussi apporter ma contribution à ce débat. Ça a beaucoup avancé. Et moi, je me réjouis que, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, il y ait beaucoup d'acteurs à s'impliquer sur ce combat-là. Très bien. Moi, je rêve qu'on fasse de la lutte contre le gaspillage une grande cause nationale. Vous savez, il y a des grandes causes nationales qui existent dans notre pays qui sont des moments où le pays se rassemble, des moments où le pays avance, des moments où on fédère un petit peu toutes les énergies dans un objectif commun. Et je pense que la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour un pays comme la France, peut rassembler aussi le pays. Il y a tellement de motifs pour se diviser aujourd'hui. Je pense que ça peut être, à l'inverse, une vraie raison de travailler tous ensemble. Et donc, si on faisait de la lutte contre le gaspillage une grande cause nationale, du coup, on déploierait des moyens, en particulier en matière de communication, d'information, de publicité aujourd'hui. Moi, je rêve d'une année où on pourrait le soir, avant le feuilleton sur France 2, avoir juste 10 secondes contre le gaspillage alimentaire, un spot TV. Vous savez, si on avait ça, on l'avait déjà eu grâce à l'ADEME justement, qui sur certaines chaînes info avait pu faire passer des messages, mais si on les avait sur les chaînes grand public, à des heures de grande audience, et tout ça sur de grandes périodes, eh bien, je pense qu'on avancerait encore plus vite pour juste donner aux citoyens, et pas simplement aux consommateurs, aux citoyens, des outils tout simples pour être acteurs, chacun acteur contre le gaspillage alimentaire. Souhaitons que vous soyez entendus. Je milite pour ça. Simon, côté Too Good To Go, là aussi, je sais qu'il y a des actions fortes en matière d'éducation. Oui, nous, on a fait déjà le même constat que Guillaume Garot. C'est tous les ministres sont d'accord pour dire c'est super, le gaspillage alimentaire, c'est important, il faut absolument avancer sur le sujet.
Mais quand il n'y a pas de portage politique, et c'est un peu le constat fait par tous et tous les acteurs, quand il n'y a pas de portage politique, le sujet, voilà, on prêche un peu dans le désert. Nous, on a aussi analysé les différents articles, les différents, ce qui a pu être mis en place, notamment par la loi Garot de 2016 sur l'éducation au gaspillage alimentaire. Et en fait, on s'est rendu compte que très peu de choses étaient mises en place, tout simplement parce que l'éducation nationale n'a pas décidé de fournir aux acteurs de l'éducation des outils de sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire. Et donc, on s'est dit, un peu comme on l'a fait sur les dates de consommation, et ben, on va se saisir du sujet. Et puisqu'on commence à sensibiliser 7,5 millions de consommateurs, on va aussi sensibiliser avec d'autres acteurs les consommateurs de demain. Et on est en train d'initier un nouveau projet en plus de celui qu'on a fait sur les dates de consommation, où on va réunir autour de la table des experts pédagogiques, des acteurs associatifs aussi, évidemment. Idéalement, on va essayer de rencontrer le ministère pour s'assurer que dans cette démarche, on trouvera au moins, si ce n'est un écho favorable, au moins en tout cas pas de bâton dans les roues. Et l'idée, c'est de définir avec tous ces acteurs vraiment des outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire qu'on va d'abord mettre en place dans des écoles pilotes qui auront fait la démarche de venir nous voir en nous disant, nous, on a envie d'essayer pour voir comment ils fonctionnent, s'ils ont un vrai impact sur le gaspillage alimentaire dans l'école, mais aussi dans les foyers. Est-ce que les parents sont aussi sensibilisés par les enfants qui sont sensibilisés? Et au regard des résultats, on plaidera ensuite pour une généralisation. Mais voilà, on s'est dit que finalement, un peu comme sur les dates de consommation, puisque sans portage politique, rien n'était fait, un peu sur le sujet. Et si une loi vient abonder, tant mieux, dans ce sens, tant mieux. Mais d'ici là, on va se saisir du sujet, nous, acteurs spécialistes de l'éducation, du gaspillage alimentaire, justement avec des spécialistes de l'éducation, pour définir ensemble des outils qu'on pourra ensuite distribuer à des éducateurs ou des instituteurs intéressés. Intéressant. En tout cas, c'est beaucoup de belles pistes. Pour terminer sur ce dernier grand thème, tout le monde a entendu parler d'un label anti-gaspillage qui a été inscrit dans la loi AGEC de février 2020. Donc, il est question d'un label pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage. Donc, il y a un décret qui est en attente. Alors, ça paraît très ambitieux. Guillaume Garot, est-ce que vous pouvez rappeler l'intention du législateur par rapport à ce label, et est-ce que vous avez d'ores et déjà des précisions par rapport à sa mise en œuvre et voilà, sa mise en place? Alors, d'abord, ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau parce que cette idée du label, on l'avait imaginé vraiment dans les premiers dessins, dans le premier pacte national contre le gaspillage alimentaire. Donc 2013. déjà, ça devait être en 2013, exactement en juin 2013. On avait repris cette idée qu'on avait approfondie ensuite dans les ateliers, l'atelier numéro 10 des États généraux de l'alimentation. On a ensuite, c'est avec Graziella Melchior, qui est députée du Finistère, avec laquelle moi j'avais conduit un travail d'évaluation de ma loi de 2016. On avait repris, parmi les 14 propositions, on avait repris cette idée et puis on a réussi à l'inscrire dans la loi AGEC, et je crois dans un consensus assez large, même si on avait une discussion avec le gouvernement, on avait réussi. L'idée, c'est quoi? C'est de reconnaître les démarches positives contre le gaspillage alimentaire chez chacun des acteurs. Parce que on mène pas la même lutte, en tout cas avec les mêmes outils, si on est dans la restauration collective ou si on est grande surface ou si on est dans la production ou si on est une association sur le terrain. Même si on a tous un objectif général, les moyens, les voies et les moyens sont différents. Donc l'idée, c'était de reconnaître pour chaque catégorie d'acteurs une façon positive ou plutôt les façons positives d'y arriver et qu'on valorise ça. Et le label, c'est fait pour aider ensuite un acteur à valoriser son travail, et ça peut être une valorisation économique bien sûr, ça peut être une valorisation dans le champ local parce que on reconnaît là une expertise particulière, et donc ça permet peut-être aussi d'avoir des crédits publics plus rapidement. Vous voyez, ça peut être très divers. L'utilisation, c'est toujours la même chose, c'est de dire aux citoyens, ben, vous voyez, il y a des gens qui se mobilisent et qui ont des résultats peut-être encore plus intéressants que d'autres contre le gaspillage alimentaire. Ça vaut le coup de les aider, ça vaut le coup de les choisir quand vous êtes un consommateur, ça vaut le coup de les aider lorsque vous êtes un élu et que vous voulez subventionner
telle ou telle association. Voilà, c'est un critère, c'est un élément de repérage dans le champ public et je crois que ça peut être vraiment utile. Alors après, je vais terminer parce que je ne veux pas être très long, mais il faut voir comment on le fait. Alors, il y a un projet, je crois, il y a plus que ça, il y a un décret qui est tout fraîchement signé là-dessus. Il faut regarder, ou qui est sur le point de l'être, il faut regarder précisément ce qu'il y a dedans. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore fait, mais ça fait partie de ma to-do list pour les toutes prochaines semaines. Alors, merci pour cet éclairage. Donc, on voit bien qu'il s'agit de valoriser les acteurs qui mettent en place des actions. Du côté de vos adhérents, Florence, est-ce que vous savez comment il est perçu, attendu, ce label? Nous, ce qu'on avait demandé, c'est à pouvoir être associé à la rédaction du cahier des charges de ce label parce que, en fait, c'est important effectivement que on puisse utiliser les éléments du terrain pour pouvoir dire qui on labellise et qu'est-ce qu'on labellise. Et voilà, donc on s'est pas mal interrogé sur les objectifs de ce dispositif et surtout sa compréhension, parce qu'en fait, l'alimentaire regorge de toute une série de labels. Et effectivement, il faut qu'il soit bien, je pense, bien compris par les parties prenantes, évidemment. Et donc, voilà. Donc, c'est peut-être plus, j'ai envie de dire, posture on attend de voir en fait ce que ça pourrait donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait souhaité être associé à cette rédaction de cahier des charges parce que c'est important, je pense, de se sourcer aussi sur les problématiques terrain qu'il y a et de pouvoir, je dirais, construire à partir de ça. Le message est passé et en effet, point de vigilance, vous avez raison. Côté Too Good To Go, pareil, est-ce que vous connaissez un peu l'attente vis-à-vis soit des collectivités, soit des différents acteurs que vous pouvez côtoyer comme les métiers de bouche, etc., sur ce label? Ouais, nous, on a été, on s'est réjoui de l'adoption d'un amendement, de l'amendement de Guillaume Garot sur le sujet. Alors moi, on l'imaginait comme quelque chose d'assez ludique, d'assez interactif, parce que, comme l'a dit Florence Pradier, pardon, il y a plein de labels qui existent déjà, et c'est dommage de rajouter un label sur une vitrine qu'on ne verra finalement pas, et voilà, d'en faire quelque chose d'interactif, de ludique, d'informatif et de pédagogique aussi. Je crains, comme Florence Pradier, j'imagine, on a été nous consultés, on a eu en tout cas pu voir le projet de décret qui encadrerait un peu le cahier des charges. Je crains qu'on donne à ce label une dimension un peu trop réglementaire, avec un cahier des charges très précis, peut-être trop précis et peut-être qui pourrait un peu freiner les acteurs. Et c'est un peu ce qui moi m'embêterait et ce qui finalement ne correspondrait pas à ce qu'on attendait. Parce que comme je l'ai dit, je pense que ce label, il doit aussi être un outil de pédagogie. Et si on en fait un énième label trop complexe, avec plein de choses à mettre en œuvre avant de l'obtenir, on n'arrivera pas à cet objectif. Guillaume Garot, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que moi j'ai vu une version passer, mon imprécision venait de là. Ce que je ne connais pas, c'est le circuit de consultation, de concertation qui a été engagé. Simon nous dit que vous avez été consulté, Too Good To Go là-dessus? Oui, mais en tant que membre du pacte national de lutte contre le gaspillage D'accord. alimentaire. Florence, vous n'avez pas été à la coopération agricole? Alors, moi, je viens d'avoir l'information qu'on a participé à la lecture du décret. Personnellement, non, Ah, mais effectivement, mes équipes l'ont lu. Et bon, La consultation a été assez large, j'en témoigne. absolument. voilà. Bon, donc voilà, il faut que ça aille jusqu'au bout et puis profiter pour faire remonter au ministre euh, là-dessus vos remarques. Moi, je le ferai dans le même sens aussi, bien sûr. Très bien. Bon, en tout cas, on arrive au bout de ces grands thèmes qui avaient été mis en avant par les précédents travaux de X-Food. Moi, vraiment, je salue de les avoir pointés de manière très juste. Bravo aux intervenants pour leurs éclairages, mais aussi leur franchise par rapport à ces différents sujets. On avait identifié des sujets d'ouverture, mais je propose qu'on les garde, on va dire, au chaud, parce que, comme cela a été dit tout à l'heure,
2021, vous allez continuer à travailler sur le sujet. En gros, c'est à quel point il faut tendre vers le zéro gaspillage est possible et quels sont les risques autour d'une éventuelle alimentation à deux vitesses, voilà. Et l'autre question, c'est faut-il mettre de côté les autres voies de valorisation? On sait qu'elles sont nécessaires pour tendre vers ce zéro déchet. Comment aborder ces autres questions de valorisation, comme le compostage et la méthanisation? Mais on voit que rien que sur ces sujets, on pourrait repasser une heure entière. Donc, je pense que là, le temps est important de passer aux questions-réponses. On en a vu pas mal passer et je repasse la parole à Adrien pour, au travers lui, vous donner la parole et nos intervenants se feront plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Laurence. Et donc, effectivement, on va poser les différentes questions qui sont remontées sur le chat. Peut-être une première question pour M. Guéraud, c'était une remarque d'une personne qui abondait dans le sens besoin d'avoir plus de présence du politique pour traiter ces sujets-là et qu'il ne fallait pas laisser uniquement les moyens financiers et humains du secteur privé adresser ces problématiques-là avec des risques de couverture partielle du sujet, ciblage des consommateurs, choix des communes qui seraient adressées, donc qui pourraient mener à des solutions qui ne seraient pas complètement optimales. La question, c'est, vous avez parlé aussi des projets alimentaires territoriaux qui sont dont l'enveloppe est revue à la hausse dans le cadre du plan de relance. C'est en tant que citoyen, comment on peut pousser les politiques à faire plus et à aller plus loin, et comment faire en sorte qu'aussi que cette enveloppe de 80 millions d'euros aujourd'hui qui est allouée soit plus importante, comment faire en sorte que le politique s'engage plus et comment, en tant que citoyen, on peut pousser aussi plus à ce que le politique s'engage sur ce sujet. Je dis un petit mot, Madame Gouttière? Oui. Allez-y. Bien sûr, c'est à vous la parole. Très bien. D'abord, première remarque, moi je n'oppose pas les acteurs publics, les acteurs privés. On a besoin tout au contraire de bien travailler ensemble. Et c'est parce qu'il y aura des objectifs fixés en commun dans le cadre de l'intérêt général que peut être une loi en particulier, qu'on mobilisera l'ensemble de la société et chacun a un rôle à jouer. Après, ce qui est très important, c'est qu'on ait les moyens de le faire. Et c'est pour ça que je me bats depuis des années, mais je n'ai pas encore réussi, mais je vais continuer à me battre, pour qu'on donne des moyens à tous les acteurs pour avancer chacun. Par exemple, la question des diagnostics, quand on est une entreprise de l'alimentation et qu'on demande à cette entreprise de faire un diagnostic sur les pertes et les gaspillages dans le process de fabrication. Il y a des boîtes qui nous disent « mais moi, je n'ai pas un rond pour faire tout ça ». Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un fonds public pour aider les entreprises à faire ces diagnostics? On a un plan de relance, peut-être qu'on pourra avoir de l'argent fléché pour ce type d'initiative. Dans ce même fonds, moi je continue à penser qu'il y a parfois des dépenses, je le disais tout à l'heure, toutes simples, pas si excessives, mais pourtant qui ne peuvent pas être faites parce que les acteurs sur le terrain n'ont pas ce qu'il faut pour boucler le budget. Il y a 15 jours, c'était une association de mon département, la Mayenne, une association de solidarité qui avait du mal à réunir les fonds pour acheter un camion frigorifique, pour faire juste le trajet entre l'entrepôt central et puis les associations de solidarité dans les cantons ruraux. Bon ben voilà, ça c'est des choses qu'on doit pouvoir financer. Et c'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait un fonds national contre le gaspillage alimentaire et qu'on flèche des crédits qui nous permettent d'abonder ce fonds. Moi, j'ai proposé ce soit issu de la TGAP, de la taxe générale sur les activités polluantes, de telle sorte qu'on donne ensuite vraiment des moyens d'action à tous les acteurs. Ce sera aussi une étape je crois, importante pour qu'on obtienne tout simplement des résultats. Et je me permets de compléter dans le cadre du plan de relance, dans les abondements qui sont faits pour les PAT, il y a des fonds d'intervention qui sont possibles. On n'est plus que sur les études, mais aussi sur de l'investissement. Et ça va permettre de donner des coups de pouce, d'où l'importance d'une analyse à une échelle territoriale des besoins. Et vous, en tant que citoyen, vous avez un rôle de faire remonter et de faire savoir déjà qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions déjà en place, mais aussi de les faire connaître et de faire remonter les besoins aux coordinateurs que sont les collectivités bien souvent.
Et alors, sur la deuxième partie de la réponse, excusez-moi, je vais être court, sur la dimension citoyenne. Comment, citoyen, moi, je peux, c'était ça la question, engager davantage les élus à s'investir contre le gaspillage alimentaire? Écoutez, choisissez les élus qui sont là-dessus les plus allants. Non, mais c'est vrai. Et c'était exactement, je trouvais que c'était très intéressant, la démarche de To Go. C'était de dire au moment des élections municipales, il y a, Simon, évidemment, on parlera mieux que moi, bien évidemment, mais c'était de dire, c'est pas une question partisane, c'est pas une question politicienne, mais il y a des équipes qui peuvent s'engager pour faire avancer le sujet. Très bien. Je pense qu'il doit y avoir une forme de mobilisation citoyenne aux côtés des élus pour les engager à être toujours plus allants sur le sujet. Ça passe par l'alimentation à la cantine scolaire, ça passe par la participation à un PAT. Voilà, c'est concret, mais c'est de la vie quotidienne. Et je suis sûr que les élus seront sensibles à ça, surtout si on leur donne les moyens d'agir. Et je reboucle avec ce que je disais sur le Fonds national tout à l'heure. Simon, est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ça? Tout a été dit et bien dit. Effectivement, je pense que, comme l'a dit Guillaume Garot, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Évidemment, les acteurs privés comme tout comme d'autres, et les entreprises, mais aussi et surtout les élus. Et notre action, nous, en tant que citoyens, c'est, comme l'a dit Guillaume Garot, de désigner des élus qui, sur ce sujet, sont concernés, sont conscients déjà du problème. Et parce que le gaspillage alimentaire, on l'a dit, c'est évidemment un sujet, une aberration économique, mais c'est aussi un impact sur la planète. Et en fait, c'est aussi de se dire que le gaspillage alimentaire, c'est un triple problème social, environnemental et économique. Et un élu qui a cette vision, il va nécessairement être sur ce sujet plus allant qu'un élu qui n'en a même pas conscience. Donc, je pense que notre rôle de citoyen, c'est d'identifier ces élus et de les soutenir, ou en tout cas de voter pour eux. Une deuxième question, peut-être plutôt pour Florence, qui serait liée, alors qui a été posée par André-Jean Guérin, sur l'objectif de sécurité alimentaire. La question, c'est est-ce que finalement, avoir de la sécurité alimentaire, ça n'impose pas d'avoir une production qui est un peu supérieure à la demande? Enfin, statistiquement, on a les moyennes, et donc du coup, comment est-ce que les méthodes et les filières de lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent s'accommoder d'une surproduction moyenne par rapport à la demande pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire? Comment est-ce que vous, côté coopération agricole, vous prenez en compte ces enjeux de sécurité alimentaire et le lien éventuel qu'il y a avec les pertes de gaspillage? Oui, bonne question. Évidemment, bien sûr, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la souveraineté, la capacité à alimenter tout le monde, in fine, ne peut pas, est tout à fait pertinente, mais par contre, ça ne peut pas s'approcher à l'échelle du territoire France. La France aujourd'hui, et quand on regarde les chiffres, est exportatrice nette en produits alimentaires, et donc il y a des marchés qui sont des marchés français. On importe aussi pas mal de produits, puisqu'on est dans un système européen qui nous permet de le faire. Donc, c'est bien au-delà, ça va bien au-delà de nos simples frontières. Donc, c'est peut-être ma première réponse. Et aujourd'hui, on est plutôt excédentaire en production agricole, mais parce que on en voit aussi, on contribue finalement, c'est une forme de solidarité, et les coopératives je dirais, jouent leur part dans ce rôle-là, mais de solidarité avec d'autres pays. On en voit beaucoup de céréales, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Il y a une forme de solidarité et de partage, in fine, entre des produits qu'on peut fabriquer chez nous et qui ne peuvent pas être fabriqués ailleurs. Donc, on contribue à nourrir une partie du monde aussi avec nos productions. Donc, fort de ça, je n'ai pas répondu à la question, mais je pense évidemment qu'on a plus intérêt à être dans un excédent de production que dans un niveau de sous-production. Pourquoi? Parce que sinon, on renforce nos liens de dépendance avec d'autres. Tout ça, ça a trait à la souveraineté alimentaire, et la souveraineté alimentaire impose qu'on réfléchisse nos modes de production pour être capable de produire suffisamment pour nos populations, sur tout type d'aliments aussi. C'est un point important, parce que je pense qu'il faut qu'on ait une alimentation qui ne soit pas que du haut de gamme, et qui soit possible et accessible à tous, donc sur tous les marchés et toutes les gammes. Voilà. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas vraiment répondu au sujet. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le problème de la France. Aujourd'hui, on a des marchés internationaux qui existent.
Et je pense que je dirais les excédents qui ne sont pas commercialisés et les mises en production qui pourraient être excédentaires par une récolte, par quelque chose par des phénomènes climatiques qui nous permettent d'avoir des excédents de production. Il y a des possibilités derrière, donc d'alimenter le don alimentaire, c'est fait très largement, de glanage, mais aussi de production d'énergie. Et je pense que c'est des éléments qu'il faut réfléchir parce que dans le cadre de la neutralité carbone ou des objectifs de neutralité carbone qu'on se fixe, il y a aussi la diminution du carbone fossile et le carbone long, à cycle long qui, lui, ne se récupère pas, en tout cas mettra des millénaires pour se récupérer ou retourner dans le sol, alors que le carbone dont on parle, qui est celui d'une production agricole, lui, il se recycle. Il sort, il est réabsorbé, il ressort, il est réabsorbé, etc. Donc, je pense que sur les questions de production d'énergie, il faudra qu'on remplace les énergies fossiles un jour. Il y a aussi probablement un intérêt, je dirais, à pouvoir écouler des excédents de production. Aujourd'hui, ça existe à travers des méthaniseurs. C'est plafonné en France, mais on a ces capacités-là. On peut faire aussi du bioéthanol. On fait, je dirais, les coopératives sont très engagées aussi sur ces sujets-là. Et je pense que cette question d'énergie est à mettre en parallèle des questions voilà, de gaspillage alimentaire. Ce qui revient finalement à reposer la question de la définition et qu'est-ce qui rentre ou non dans le périmètre du gaspillage et si c'est revalorisé pour produire de l'énergie de manière un petit peu plus durable, ça peut poser la question de revisiter la définition. Peut-être une question pour M. Guéroux à nouveau sur quelqu'un qui soulevait par rapport à la volonté de travailler l'éducation à l'alimentation, comment on adresse le souci de compétences des enseignants sur les sujets d'alimentation et développement durable. D'ailleurs, est-ce que c'est les enseignants qui devraient le faire ou est-ce que c'est des personnes qui interviennent dans la classe qui ne sont pas les enseignants mais qui sont quelqu'un d'autre? Comment on fait en sorte d'armer les enseignants pour qu'ils ne soient pas désemparés face à des sujets qui peuvent être un petit peu techniques parfois? Bien sûr, mais ça, c'est la question de la formation des enseignants. Et puis, quand vous êtes enseignant, vous n'êtes pas formé une fois quand vous avez 22 ans pour l'ensemble de votre vie. Donc, c'est une formation permanente, mais ça vaut pour tous les métiers, donc pour les enseignants y compris. Ce qui n'empêche pas, et vous l'avez d'ailleurs esquissé dans votre réponse, dans votre question plutôt, c'est qu'on fasse intervenir des personnalités extérieures à l'école, des représentants, des producteurs, enfin des représentants de l'alimentation, des producteurs, des salariés de l'industrie alimentaire, des chercheurs, des gens qui ont un rapport à l'alimentation, dans la fabrication de l'alimentation. Et je pense que ce serait une façon aussi de redonner de la valeur à l'alimentation. Et on a tellement besoin, parce qu'on sait très bien que la valeur de l'alimentation, ce n'est pas qu'une valeur économique ou une valeur marchande, sinon ce serait assez désespérant dans la mesure où on voit que année après année, depuis 30 ou même davantage, la part du budget des familles pour l'alimentation dans ce budget général, elle diminue. Donc, ce n'est pas pour autant que la valeur de l'alimentation, la valeur culturelle, patrimoniale diminue, mais justement, si on veut redonner cette valeur à l'alimentation dans toutes ses dimensions, eh bien, ça passe par les repères, les contenus, les savoirs qu'on va pouvoir enseigner dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à l'école, auprès de tous les enfants de France. J'y crois fondamentalement à ça. Alors, je vais peut-être prendre une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne et que leur et on va vous laisser après, oui. De 20h se rapproche. Peut-être une dernière question pour Simon. Il y avait une question sur est-ce que vous avez des retours sur ce qui s'est fait sur les rayons anti-gaspi en GMS? Vous avez évoqué un tout petit peu les rayons qui sont en fond de magasin avec 3 pauvres salades qui se battent en duel. Est-ce que vous avez un tout petit peu plus de retour d'expérience sur l'efficacité de ces rayons-là? Alors, sur l'efficacité des rayons anti-gaspi tels qu'on peut les trouver, tels qu'on pouvait les trouver jusqu'à aujourd'hui au fond du magasin avec trois paquets de salades qui se battent en duel, non. Mais justement, c'est justement face à ce manque de résultats et en tout cas ce manque de visibilité qu'on a dans le cas du pacte solidaire de consommation, un engagement qui va pas contraindre puisque c'est un engagement volontaire de tous les signataires, en tout cas va obliger les signataires distributeurs à mettre en place dans leur structure des rayons anti-gaspi avec un message un peu différent, avec des produits ADDM dépassés, donc avec une ambition beaucoup plus pédagogique.
justement aussi pour dire aux gens, voilà, c'est un produit à DDM dépassé, ce qu'est une DDM, et il s'oppose à la DLC qui est une date sanitaire. Et ça, certains magasins ont commencé à le mettre. Alors, ça a été lancé au mois d'octobre, puisqu'on a lancé une grande campagne nationale de sensibilisation. Et à ce moment-là, on a donc mis en place ces rayons anti-gaspi dans certains magasins qui vont être généralisés ou en tout cas mis dans les autres magasins à partir de 2021. Donc, j'espère qu'en fin d'année 2021, on aura une vision plus précise de l'impact. On a chargé, et c'est la force de Too Good To Go et des signataires, on a chargé un organisme extérieur, un cabinet d'audit, en l'occurrence le cabinet Veritas, d'aller s'assurer dans les magasins de la mise en œuvre de ces rayons anti-gaspi et de s'intéresser aussi aux résultats financiers ou en tout cas de l'impact financier de la mise en place de ces rayons. Donc, je peux même, a priori, je peux vous assurer qu'en fin d'année 2021, on aura une idée précise de l'impact de ces rayons. On a hâte de voir le résultat de ces études. Et je vais repasser la parole du coup maintenant à Anne-Claire juste pour la petite conclusion. Oui, merci Adrien et merci pour la qualité des échanges. Malheureusement, on n'a pas pu prendre toutes vos questions, mais on les garde au chaud et on les fera passer aux intervenants. On essaiera d'obtenir des réponses. Merci en tout cas de votre participation très active. Merci aux intervenants également pour la richesse des échanges. Moi, je retiens de cet échange qu'on a un consensus tous pour se dire qu'il faut réduire le gaspillage. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est que c'est important de travailler transversalement, conjuguer le terrain, la réalité du vivant, comme l'a mentionné Florence, les initiatives privées de type Too Good To Go, et puis les politiques publiques. Et j'ai bien aimé le message de Guillaume Garot des lois ou des réglementations qui permettent de cranter en fait, et de progresser, d'avancer et s'inscrire dans une dynamique. Et j'espère que modestement, ce soir, nous avons pu vous éclairer sur ces sujets-là. Donc, merci à tous. Et encore une fois, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le LinkedIn d'Xfood d'ici quelques jours. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Et très bonne soirée. Bonne soirée. Et terminez votre assiette. Pas de gaspillage ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Et revaloriser l'alimentation, je pense que c'est aussi un point essentiel. Revaloriser l'alimentation. Remettre de la valeur dans ce qui est produit. Ouais. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir.